Alors pour ceux qui sont pressés, je vais tout de suite répondre à la question, la sexualité humaine est-elle encore animale? La réponse est oui. J'arrive même pas à imaginer comment ça pourrait être autrement, compte tenu de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Alors la question est de savoir pourquoi la question a néanmoins un sens. Pourquoi on peut néanmoins se poser la question. L'écrivain japonais Murakami dit dans fait dire à un de ses héros dans un livre que à propos de ma sexualité, dit-il, on peut dire en gros que je ne suis pas une baleine. Alors en fait c'est tout à fait vrai, mais c'est un peu juste et un peu court, et on va essayer de comprendre en quoi c'est un peu juste et un peu court. Alors, la question de la sexualité en effet est supposée être liée de façon extrêmement claire et précise et étroite avec notre côté animal, avec la dimension animale de ce qu'est l'humain. Et c'est aussi un type de comportement qui a suscité de nombreux interdits, qui a suscité de nombreuses réticences, mais aussi de très grands enthousiasmes, hein, comme chacun sait. On a essayé de l'interdire, il y a des interdits partout, on a essayé d'interdire la sexualité, mais ceux qui ont véritablement réussi à interdire la sexualité ont disparu. Et c'est bien là qu'est tout le problème, c'est que nous ne pouvons pas interdire la sexualité, puisque, étant mammifères, nous nous reproduisons en particulier par la sexualité. Alors après, on peut avoir une vision un peu plus moraliste, qui consisterait à dire que, de façon très juste, la sexualité ne peut être mobilisée que dans une perspective reproductible. Alors ceci introduit aux quatre approches majeures qui ont été développées pour essayer de parler et d'évoquer de la sexualité. Et toutes ces approches sont liées précisément à cette question du rapport entre l'homme et l'animal. Et on va voir que c'est bien là qu'est la question, cette question de l'interface homme-animal, c'est-à-dire aussi culture-nature dans les civilisations ou dans les cultures occidentales. Alors, il y a donc quatre perspectives qui ont habituellement été adoptées pour évoquer la sexualité, pour essayer de comprendre, de conceptualiser la sexualité. Une première approche qui est l'une des plus développées à travers le monde est une approche qui est somme toute très, très moraliste. C'est-à-dire que la sexualité est un mal nécessaire ou un comportement nécessaire qui doit être de toute façon codifié de façon très précise et de façon extrêmement élaborée. Ces codifications varient suivant les cultures, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les cultures, sans exception à ma connaissance, ont une codification morale, éthique, vis-à-vis de ces comportements sexuels. Autrement dit, le comportement sexuel n'est pas un comportement dans lequel on peut faire ce qu'on veut. C'est un comportement qui est extrêmement contraignant. Alors, il y a d'autres comportements qui sont tout aussi contraignants, en fait, quand on y réfléchit bien. Par exemple, se nourrir. Se nourrir, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas très problématique. C'est aussi un comportement ou une activité qui se situe aux interfaces entre le biologique et le culturel. Mais le fait de se nourrir n'a pas suscité les difficultés que suscite la sexualité. Donc cette tendance moraliste est très forte, elle se retrouve partout, en particulier dans nos cultures. Deuxième vision de la sexualité se situerait quasiment à l'opposé de cette vision. Ce serait au contraire la conception purement biologique de la sexualité. Autrement dit, nous sommes des mammifères, hein, comme vous le savez, nous sommes des mammifères à 100%, il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. Et comme tous les mammifères, nous nous reproduisons comme des mammifères par sexualité. L'idée, dans cette approche, l'idée est donc de considérer qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la sexualité est un comportement naturel et il n'y a aucune raison d'en avoir honte, il n'y a aucune raison d'en faire tout un plat, si j'ai envie de dire. C'est un comportement qui est nécessaire à l'espèce comme celui qu'on va trouver chez tous les animaux, quelles que soient les espèces, en particulier mammifères. Troisième approche qui est plus récente,
c'est une approche qui serait plus politique, qu'on va trouver en particulier chez certains militants contemporains, qui vont considérer que la sexualité, fondamentalement, c'est une activité politique. C'est une activité qui permet de pouvoir affirmer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de positions, qui permet de pouvoir avoir une place dans la société, qui permet de pouvoir se situer par rapport aux différents pouvoirs. Tout acte sexuel, toute activité sexuelle, toute revendication sexuelle, fondamentalement est politique et doit être vue comme telle. Alors on peut y prendre du plaisir, mais dans la politique, on peut aussi prendre du plaisir. Quatrième perspective, qui se développe aussi de façon très, très claire dans nos dernières décennies, c'est ce que j'ai envie d'appeler la revendication existentielle. C'est l'idée qu'à travers la politique, donc elle est très proche de la position politique, à travers la sexualité, nous allons construire notre personnalité, nous allons pouvoir nous épanouir, devenir ce que nous sommes, ou plus exactement, qui nous devons être. Donc il s'agit de savoir comment, à travers soit des interdits, soit des autorisations, nous pouvons nous constituer une personnalité, nous pouvons nous constituer une psychologie, une ontologie, une existence par rapport aux autres. Et par conséquent, tout ce qui touche à la question de la sexualité, de ce point de vue, devient une espèce d'expérience existentielle. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui relie ces quatre perspectives, fondamentalement, c'est qu'elles abordent toute une même question, qui est celle, en fait, de l'interface culture-nature, et que toutes répondent différemment en insistant plus ou moins sur l'un des aspects de cette bidimension, de cette double dimension, d'une part naturelle et d'autre part culturelle. Et c'est bien là que gît, justement, la question fondamentale de la sexualité. La sexualité comme comportement à la fois naturel et biologique, et d'autre part profondément culturel. Alors, on va dire, beaucoup ont dit, mais l'une des caractéristiques justement de l'homme, c'est de transformer culturellement ces nécessités biologiques. Nous sommes des mammifères, soit, nous sommes obligés d'avoir des comportements sexuels pour nous reproduire, soit, mais nous pouvons le faire à travers des comportements et des pratiques culturelles, alors que les autres animaux le font totalement naturellement. Alors d'abord, c'est pas totalement vrai, parce qu'on a réalisé ces dernières années que l'opposition culture-nature ne renvoyait pas du tout clairement à l'opposition homme-animal, c'est-à-dire que nous avons réalisé qu'il y a des comportements culturels chez de très nombreuses espèces animales, chez les chimpanzés, certes, chez les autres grands singes aussi, chez les mammifères marins, chez les animaux qu'on appelle plus ou moins à tort supérieurs, mais aussi chez des tas d'autres animaux. Plus on commence à s'intéresser à la dimension culturelle des comportements animaux, plus on va trouver ces dits comportements. Et y compris, d'ailleurs, dans la sexualité de l'animal. Donc, ce n'est pas véritablement une spécificité de l'humain que d'avoir des comportements culturels vis-à-vis de la sexualité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de voir si la question de la sexualité peut être considérée comme un propre. Vous savez, il y a cette idée qui parcourt toute l'histoire intellectuelle occidentale du propre de l'homme. Alors, on la trouve déjà chez les Grecs anciens, puis ensuite avec le christianisme, on a un mélange tout à fait créatif qui transforme ce propre de l'homme en quelque chose de puissant dont on va trouver des formes extrêmement fortes dès le Moyen Âge, puis ensuite au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis sous des formes plus laïques, c'est-à-dire plus biologiques, jusqu'à nos jours. Donc, la question de la sexualité se pose aussi dans cette perspective du propre de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement du rapport entre des comportements culturels et, disons, des nécessités biologiques, mais également de la recherche d'un propre de l'homme, d'où la question qui est posée ici. Est-ce que notre sexualité, toute biologique qu'elle soit, tout animal
qu'elle soit également, est-ce qu'elle a une spécificité qui fait que l'homme, là aussi ou là encore, pourrait revendiquer une exception, pourrait revendiquer un statut spécial. Alors, c'est un peu paradoxal d'une certaine façon, et je voudrais que vous soyez bien conscient de ce paradoxe, en ce sens que la sexualité étant considérée comme l'une des dimensions les plus animales de ce que nous sommes en tant qu'Homo sapiens, essayer de chercher une caractérisation culturelle du propre de l'homme à travers cette sexualité peut paraître tout à fait étonnant d'une certaine façon. Et pourtant, un certain nombre d'auteurs l'ont fait. Par exemple, Georges Bataille. Georges Bataille, passionné entre autres par la sexualité, ayant écrit un certain nombre d'écrits sur l'érotisme, considérait que l'érotisme, par exemple, était tout à fait impropre de l'homme. C'est-à-dire que la sexualité des animaux était reproductive, que la sexualité des animaux était en fait purement biologique, mais qu'à travers l'érotisme, l'homme montrait un écart significatif par rapport aux autres animaux. Alors, il y avait un peu de provocation chez Bataille, qui adorait toute forme de provocation. Il y avait donc une certaine provocation chez Bataille à considérer que la sexualité de l'humain, et que, en particulier, ce qui peut être considéré comme l'une des formes les plus extrêmes de la sexualité de l'humain, à savoir l'érotisme, peut être considéré comme un propre de l'homme par rapport aux autres animaux. Depuis lors, on a observé un certain nombre de comportements, en particulier chez les bonobos, les fameux bonobos, Paniscus, qui sont une espèce de chimpanzés, et dont le rapport à la sexualité est tout sauf uniquement reproductif, ce qui laisse penser que des formes comme celle de l'érotisme ne sont pas propres à l'humain. Alors, ces questions étant posées, dans quelle mesure est-ce que l'on peut trouver des spécificités de la sexualité humaine ? Sachant que, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la question de la spécificité d'un comportement de l'homme, un comportement humain, ne signifie pas pour autant un propre de l'homme. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour que l'on comprenne bien le reste de l'exposé. Qu'est-ce que c'est en effet que le propre de l'homme, ou qu'est-ce que c'est qu'un propre de l'homme ? Un propre de l'homme, c'est une caractéristique comportementale, cognitive ou autre de l'humain qu'on ne trouve chez aucun autre animal et qui distingue suffisamment l'homme des autres animaux pour l'exclure de l'animalité. C'est ça le propre de l'homme. C'est ça fondamentalement un propre de l'homme. Autrement dit, la notion de propre de l'homme est une notion qui est liée à une notion d'unicité, à un statut spécial accordé à l'homme. L'homme a des caractéristiques que l'on ne va pas retrouver chez les autres animaux, mais il y a des tas d'animaux qui ont des caractéristiques qu'on ne va pas retrouver chez d'autres animaux. Le propre de l'homme, c'est encore autre chose, puisque c'est une caractéristique qu'on ne va pas retrouver chez d'autres animaux, mais qui en plus vont faire sortir l'homme de l'animalité. Qu'en est-il de la sexualité à ce propos ? Le fait est qu'une autre perspective de la différence hommes et autres animaux peut être approfondie, peut être développée, celle qui considère que l'homme est un animal particulier et non pas un animal spécial. C'est-à-dire que l'homme a des caractéristiques que l'on ne retrouve pas ou peu chez d'autres animaux, ce qui n'en fait pas nécessairement un animal spécial. Il y a des tas d'animaux dans le monde qui ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas chez d'autres animaux, ce qui n'en fait pas pour autant des animaux spéciaux. Par exemple, vous avez l'oiseau jardinier en Nouvelle-Guinée qui écrase des baies, qui décore son nid, ceci pour séduire les femelles. Quand je dis nid, c'est plutôt berceau, et ce n'est pas des vrais nids, puisqu'il s'agit plutôt on appelle berceau, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des berceaux d'ailleurs, parce qu'en fait, il s'agit très précisément de pièges à femelles. Hein. Ces berceaux des oiseaux jardiniers sont des pièges à femelles. Ce sont des artefacts sexuels qui sont faits uniquement pour attirer les femelles. Or, ces oiseaux-là sont les seuls à utiliser de tels artefacts. Personne ne dit pour autant que ces oiseaux jardiniers ceci est un propre de l'oiseau jardinier et que cette caractéristique qu'on ne va retrouver chez aucun autre animal fait sortir les oiseaux jardiniers de l'animalité.
Alors, on va voir un certain nombre de caractéristiques de la sexualité humaine. Parce que quand on commence à se pencher sur la question, on se rend compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de caractéristiques de la sexualité humaine qu'on ne va pas retrouver chez les autres animaux, ou qu'on va retrouver à un bien moindre degré chez les autres animaux. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs ceux auxquels on pense qu'ils vont être les plus frappants ou les plus intéressants. Je vais vous donner 13 exemples. Je vous laisse méditer sur la raison pour laquelle il s'agit de 13 exemples. Je ne donnerai pas la clé. Il peut y avoir des raisons mystico-théologiques très profondes. Et puis il peut aussi y avoir des raisons purement empiriques, qui est que quand j'ai cherché, j'en ai trouvé 13, pas une de plus, pas une de moins. Donc il y a 13 caractéristiques de la sexualité humaine qui m'ont paru être particulièrement intéressantes pour essayer de rendre compte de ce que la sexualité humaine pouvait avoir de particulier par rapport aux sexualités des autres animaux, et je dis bien particulier et non pas spécial. Après, éventuellement, on pourra revenir pour savoir si c'est vraiment spécial ou non. Alors, je donne dans le désordre pour ne pas trop construire et donner trop de cohérence à ce qui, à mon avis, n'en réclame pas tant. Alors une première caractéristique, c'est que la sexualité humaine est très, très intellectuelle. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai, on peut avoir des rapports sexuels tout à fait animaux, justement, c'est-à-dire pas du tout intellectuels, mais le fait est que, globalement, si. La sexualité humaine est extrêmement intellectuelle, en particulier, elle passe par le langage, elle passe par la parole. Alors vous allez me dire qu'on a quelque chose qui est du même type chez d'autres animaux, par exemple chez les oiseaux, le chant des oiseaux, ou chez les baleines, le chant des baleines, peut être considéré aussi comme une forme d'intellectualité. C'est-à-dire que quand vous dites qu'un oiseau chante pour attirer une femelle ou pour séduire une femelle, ou quand vous dites qu'une baleine mâle chante pour séduire une baleine femelle, vous pouvez me dire on est déjà dans cet espace un peu intellectuel, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un espace rhétorique. Alors, ça demanderait à être approfondi, peut-être qu'on pourra le faire tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une grande différence entre le chant des baleines et la dimension intellectuelle de la sexualité humaine, c'est d'abord que cette rhétorique, cet intellectualisme n'est pas simplement entre le mâle et la femelle, mais qu'on la voit précisément, par exemple, à travers tous ces interdits qu'on a dans toutes les cultures à propos de la sexualité, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, sur ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Autrement dit, la sexualité humaine est toujours d'emblée dans un espace qui est saturé de concepts, même si on ne s'en rend pas forcément compte, qui est saturé de discussions, saturé de débats, saturé de paroles et de discussions. Donc ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique, c'est l'état amoureux. Les hommes tombent amoureux. Les hommes tombent amoureux, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'être attirés par un partenaire sexuel, comme sont supposés l'être la plupart des autres animaux, ou tout au moins les autres animaux qui ont des parades amoureuses, parce que vous avez un certain nombre d'animaux aussi qui ont des comportements sexuels tout à fait dépourvu de toute stratégie élaborée. Donc, chez l'humain, on tombe amoureux. C'est-à-dire qu'on a des formes d'attachement qui excèdent la sexualité. C'est comme si on devait enrober la sexualité dans des formes de discours, de représentation, d'auto-représentation tout à fait complexes. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut avoir des rapports sexuels sans être amoureux. Certes, mais l'état amoureux, et je prends ce sens dans un sens, je prends cette notion dans un sens très, très large. L'état amoureux, c'est-à-dire le fait de se sentir différent, psychologiquement différent, de se sentir attiré, de se sentir, etc. Au-delà de l'acte sexuel lui-même, cet acte amoureux est quelque chose qui est très prégnant dans toutes les cultures. Alors vous allez me dire, et qu'on retrouve guère chez des animaux. Alors vous allez me dire, mais qu'en savons-nous
Alors là, c'est une très bonne question. Qu'en savons-nous? Alors, en particulier, si on cherche bien, on peut trouver des textes qui en parlent. Par exemple, on peut trouver des textes de Konrad Lorenz qui parlent des oies grises, pas des oies blanches, mais des oies grises, qui tombent amoureux les uns les autres et qui peuvent avoir des comportements d'une extrême violence les uns par rapport aux autres au cours de cet attachement amoureux, qui n'est pas un attachement purement sexuel, qui est un attachement qui excède l'attachement sexuel. Je suis sûr que si on cherchait bien, on trouverait d'autres comportements qui pourraient être considérés dans cet espace. Alors là, d'un point de vue méthodologique, il y a une petite remarque qui est à faire, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut interpréter justement comme amoureux un comportement d'attachement. Quand Lorenz dit que ces oies sont amoureuses, il voit deux oies, une oie mâle et une oie femelle, qui restent constamment ensemble, qui vivent ensemble pendant de longues années, qui se disputent, qui se retrouvent, qui n'arrivent pas à se quitter, etc., comme des couples humains amoureux. Donc là, on est dans l'analogie. Et la question est de savoir jusqu'où on peut pousser l'analogie. Mais le fait est que le statut amoureux est un statut un peu particulier. Troisième caractéristique, celui des modes alternatifs de reproduction qu'on va trouver chez l'humain. Je vous ai dit que la sexualité chez l'humain, c'est une affaire de reproduction en grande partie. Nous sommes des mammifères. Et la question de la reproduction est toujours centrale. Et elle est centrale en particulier pour comprendre ce qui peut faire la différence ou ce qui peut être une caractérisation de la sexualité humaine par rapport aux sexualités animales. Je vous ai parlé de l'érotisme de Bataille, avec l'idée que chez Bataille, ce qui faisait justement une spécificité de l'humain par rapport aux autres animaux, c'était cette idée de sexualité gratuite. Mais fondamentalement, on peut se demander si quelques-unes des caractéristiques clés de la sexualité humaine n'est pas dans le mode reproductif en lui-même. Alors, en particulier, nous avons, nous autres humains, nous avons une caractéristique dont j'ai trouvé aucun équivalent chez les autres animaux. C'est une espèce d'activisme absolument extraordinaire vis-à-vis de la sexualité des autres. Nous adorons intervenir dans la sexualité des autres. Alors vous allez me dire, mais comment? Alors je vous répondrai très, très simplement. Regardez toute l'histoire de la domestication, par exemple. Toute l'histoire de la domestication, c'est une histoire d'ingérence sexuelle. C'est-à-dire que toute une partie de la domestication résulte de techniques d'hybridation, de techniques de croisement. N'importe quel paysan sait ça. Et ces techniques, qu'est-ce que c'est que des techniques d'hybridation ou des techniques de croisement utilisées par les paysans? Ce sont précisément des techniques d'ingérence sexuelle. C'est-à-dire que vous allez obliger tel animal à se reproduire avec tel autre animal pour avoir des petits qui ont telle ou telle autre caractéristique. Alors cette ingérence qui remonte à loin, qu'on trouve dès le néolithique, dès les débuts de la domestication, cette ingérence n'a fait que s'accroître. On a des techniques de zootechnie, précisément, très vite, qui vont se développer, en particulier au XIXe siècle, qui vont permettre d'être encore plus efficaces dans cette perspective. Et puis au XXe siècle, on va avoir encore d'autres techniques. J'en citerai que deux pour vous permettre de voir ce à quoi je fais référence. La première, ce sont les techniques d'insémination artificielle qui sont répandues absolument dans toutes les campagnes ou dans tous les élevages actuels. Et deuxièmement, les techniques de clonage, en particulier avec Dolly, dont on a beaucoup parlé il y a presque 20 ans maintenant, et qui sont des techniques de reproduction, donc des techniques de reproduction non sexuelles dans le cas du clonage, mais des techniques de reproduction sur les autres. Donc nous avons un activisme, nous faisons preuve d'un activisme absolument extraordinaire vis-à-vis de la sexualité des autres animaux. Je ne connais aucune autre espèce qui ait un activisme de ce type vis-à-vis d'autres espèces. Je ne connais aucune espèce animale non humaine qui s'intéresse à la sexualité des autres animaux. Et puis nous avons aussi un activisme très grand vis-à-vis de notre propre sexualité. C'est fou comme on s'intéresse à la sexualité des autres chez les humains, dans les sociétés humaines, dans toutes les sociétés humaines.
Alors vous allez me dire, mais il y a aussi, par exemple, chez les babouins, pour prendre un exemple, il y a des mâles dominants qui ont une espèce de monopole sur les femelles, avec les mâles subalternes qui n'arrivent pas à se reproduire, qui n'ont pas accès aux femelles. Oui, mais alors il y a une grande différence dans l'activisme de l'homme et dans l'activisme de ces autres animaux. C'est que le babouin va développer un activisme par rapport à celui avec lequel vous allez avoir des relations sexuelles et non pas sur la façon dont vous allez avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire que l'humain, le babouin, vous dira ce que dit, entre guillemets, le babouin dominant, ce qu'on appellera le mâle alpha, c'est toi, petit subalterne, tu n'approches pas de ces femelles qui me sont réservées. Ce que va dire l'humain, c'est aussi tu ne vas pas avoir telle ou telle pratique sexuelle, tu ne vas pas avoir tel ou tel comportement. Ce n'est pas uniquement un activisme vis-à-vis de celui avec qui la sexualité va se développer, c'est aussi un activisme de la façon dont la sexualité va se développer. Et dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Ce qui est intéressant, c'est que l'universel, c'est précisément l'interdiction, et ce n'est pas ce qui est interdit. D'une culture à une autre, ce qui est interdit en sexualité va grandement changer. Ce qui ne change pas, c'est que dans toutes les cultures, il y a quelque chose d'interdit. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. La sexualité libre, sans aucun interdit, n'existe pas, n'a jamais existé chez l'humain. Au contraire, le rêve d'une sexualité libre, en fait, on va la trouver chez un certain nombre d'animaux, mais on ne va pas la trouver chez l'humain. Alors vous allez me dire, oui, d'ailleurs c'est vrai, déjà Lévi-Strauss, par exemple, parlait de la prohibition de l'inceste au cœur de la constitution des sociétés humaines. En effet, pour Lévi-Strauss, ce qui permettait de pouvoir constituer les sociétés humaines telles que nous les connaissons, c'était ce qu'il appelait l'interdit de l'inceste. Alors dans un sens qui est un peu plus large que celui que nous connaissons aujourd'hui, puisque l'interdit de l'inceste, c'était l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec telle ou telle personne qui n'était pas nécessairement de la famille au sens strict du terme. Et on a dit, donc, en particulier à la suite de Lévi-Strauss, donc l'une des grandes différences entre les sociétés humaines et les autres sociétés animales, c'est qu'il y a une prohibition de l'inceste dans les sociétés humaines, il n'y en a pas dans les sociétés animales autres. Là, quelques éthologues ont commencé à faire des observations un peu dérangeantes, en ce sens qu'ils ont montré que chez les autres animaux, il n'y avait pas d'inceste. Alors là, il y a une première ambiguïté, c'est que ces éthologues prenaient la question de l'inceste dans le sens où nous on l'entend aujourd'hui dans les sociétés occidentales modernes, ce qui n'était pas nécessairement la façon dont l'entendait Lévi-Strauss. Il l'entendait dans un sens beaucoup plus large, qui tenait en compte les relations qu'il y avait à l'intérieur du village et qui était proche de qui n'étaient pas superposables strictement aux relations biologiques. Et puis d'autre part, ce que voyaient ces éthologues, ce n'était pas un interdit de l'inceste, sensu stricto, c'était un empêchement de l'inceste. Alors vous allez me dire, quelle est la différence? On joue sur les mots. Non, on ne joue pas du tout sur les mots, puisque dans le cas de l'interdit de l'inceste, il y a effectivement un interdit. Dans le cas de l'empêchement de l'inceste, il n'y a aucun interdit. Il y a simplement une situation qui ne peut pas se produire. Alors, comment? Prenons le cas des chimpanzés dont nous sommes si proches. Dans le cas des chimpanzés, les jeunes femelles partent au moment de la puberté. C'est-à-dire que et c'est le cas de très nombreux animaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'inceste ne peut pas se produire parce que tout simplement, au moment de la sexualité, l'animal, l'un des animaux, que ce soit la jeune femelle ou le jeune mâle, part. Donc il n'y a pas d'inceste parce qu'il y a tout simplement impossibilité de l'inceste. Parce qu'il y a des mécanismes comportementaux qui empêchent l'inceste. Il n'y a pas d'interdit de l'inceste. Ce qui est vraiment intéressant dans l'humain, c'est qu'il y a précisément
dans cette sexualité extrêmement intellectualisée, un certain nombre d'interdits et même de très nombreux interdits. Donc, on est très activistes, nous autres humains, nous sommes très activistes dans la sexualité des autres, que ce soit les humains ou que ce soit les non-humains. Une quatrième caractéristique est celle de la sexualité, utilisant des artefacts. Alors, on pourrait considérer que l'homme, une des caractéristiques de la sexualité humaine, est de recourir à de très nombreux artefacts. C'est-à-dire que, vous savez, il y avait un sociologue des sciences comme ça, Harry Collins, dans les années 70, qui avait écrit un petit livre très, très intéressant, un petit article, pardon, c'est pas un livre, c'est un article très intéressant qui s'appelait les 7 sexes. Et dans cet article, qui n'était absolument pas sur la sexualité, mais qui était sur la sociologie des sciences, Collins disait en substance, lorsque on peut être dans une situation où on s'imagine qu'on n'est que 2 pour se reproduire, mais en fait on est 7, il y en a 5 autres qui sont là mais qu'on ne voit pas. Et donc on s'imagine qu'on n'est que 2, on théorise la sexualité sur le fait qu'on n'est que 2, etc. Mais en fait on est fondamentalement 5. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand vous faites de la sociologie des sciences, quand vous essayez de comprendre pourquoi on développe telle théorie plutôt que telle autre, on arrive à faire telle expérience plutôt que telle autre, etc., c'est parce qu'il y a des tas de dimensions de l'activité scientifique qui restent cachées à notre conscience ou à notre regard. Mais il est intéressant qu'il ait pris la question de la sexualité. Et je pense que cette question peut être justement un peu développée. Et cette question des artefacts est intéressante de ce point de vue. Nous aimons beaucoup l'artifice dans la sexualité chez l'homme, nous aimons les mises en scène, et nous aimons l'utilisation d'objets également. Les objets sexuels, les sextoys, sont beaucoup plus répandus qu'on l'imagine, et dans beaucoup plus de pays, dans beaucoup plus de cultures qu'on l'imagine. Il sera intéressant d'ailleurs de savoir quelle culture n'a pas développé de tels sextoys. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir, est-ce que c'est une particularité de l'homme d'avoir recours à de tels artefacts dans l'activité sexuelle, ou est-ce qu'il existe aussi des animaux qui utilisent des sextoys? Alors c'est peu décrit par les éthologues, mais vous savez, c'est toujours la même chose. C'est pas parce qu'on n'a pas décrit un comportement qu'il n'existe pas. Alors qu'on sait qu'un comportement décrit existe. Il y a une dissymétrie, c'est-à-dire que l'absence n'a pas le même statut que ce qu'on a effectivement observé ou ce qu'on a effectivement rencontré. Et puis, il y a quand même ici ou là quelques exceptions. Par exemple, une femelle orang-outan qui utilisait une liane pour se masturber. Alors, cette question est intéressante parce que, dit comme ça, on a l'impression que ça peut faire partie du répertoire sexuel normal des orang-outans, des femelles orang-outans. Quand on regarde plus en détail l'information, on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'une femelle orang-outan qui vivait dans un centre de réhabilitation, c'est-à-dire qui vivait avec des humains. C'est-à-dire qu'il s'agissait déjà d'une femelle qui était dans une situation un peu particulière parce qu'elle ne vivait pas effectivement dans ce qu'on aurait tendance à appeler un peu rapidement un milieu naturel, mais qu'elle vivait dans un milieu culturel humain et que le comportement en question a pu passer. Donc il y a très peu de comportements de ce type qui sont décrits avec cette restriction que beaucoup de comportements ne sont pas décrits en éthologie parce qu'ils ne sont pas considérés comme pertinents ou intéressants et qu'on n'a pas le regard attiré par ces comportements, soit parce que les formes que revêtent un tel comportement ne nous apparaissent pas forcément de façon satisfaisante. Alors pour ces comportements qu'on ne voit pas, je voudrais quand même donner l'exemple massif de la technologie, de la technique, de l'usage d'outils ou d'instruments. Nous avons dit pendant des années et des années que les animaux n'utilisaient pas d'instruments, que c'était un propre de l'homme. Bergson était même prêt à transformer le nom de l'homme d'Homo sapiens à Homo faber, celui qui fabrique des outils. Or, quand on commence à s'intéresser à la construction, la conception, l'utilisation des outils par les animaux, on se rend compte qu'énormément d'animaux utilisent un très grand nombre d'outils et de techniques, donc qui n'avaient pas été observés pendant très longtemps. Ceci dit, je pense qu'on peut considérer quand même que les artefacts sexuels
constitue une partie importante de ce qu'est la sexualité, humaine. Une autre caractéristique, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler la sexualité nouvelle. Le fait de se lancer dans des formes de sexualité qui n'ont pas encore été expérimentées, qui n'ont pas encore été développées. Tout en se demandant dans quelle mesure il s'agit effectivement vraiment de formes nouvelles. Avec les technologies nouvelles, on a de tels exemples. Une autre caractéristique de la sexualité humaine est de pouvoir renvoyer au corps complet, à l'extension totale du corps érotique en dehors des zones génitales sensu stricto. Le fait de pouvoir transformer toute partie du corps en une zone extrêmement sexuelle. C'est toute la problématique du fétichisme. C'est aussi la difficulté de tracer une limite entre ce qu'est un comportement sexuel et ce qui n'est pas un comportement sexuel. Une philosophe américaine comme ça s'est rendue compte de la difficulté de façon extrêmement claire à partir du moment où elle a eu un mal fou à comptabiliser ses amants. Quand elle avait des rapports sexuels, j'ai envie de dire normaux avec des hommes, elle pouvait, vous savez, comme les aviateurs sur les ailes de leurs avions quand ils abattaient un avion ennemi, dans son petit carnet, elle pouvait mettre une croix, un de plus. Et puis un jour, elle a eu une histoire avec un homme. Elle a passé une nuit qu'elle décrit comme érotiquement la plus torride de sa vie, avec un homme avec lequel ils ne se sont jamais déshabillés. Ils sont restés tout habillés pendant toute la nuit. Il n'y a pas eu de pénétration ni rien. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'expérience érotique la plus forte que j'ai jamais eue dans ma vie, mais elle ne correspond pas du tout à... elle ne rentre pas du tout dans les cases de ma vision de ce qu'est un comportement sexuel, de ce qu'est un acte sexuel, de ce que n'est pas un acte sexuel. Où est-ce que je dois mettre cet homme ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un acte sexuel ou est-ce que ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu un acte sexuel ? Et puis peu à peu, de proche en proche, elle s'est posé des tas de questions, avec d'autres expériences aussi, arrivant à la conclusion qu'en fait, il était impossible pour elle de pouvoir tracer une ligne précise entre ce qu'était un comportement sexuel et ce que n'était pas un comportement sexuel. Une autre caractéristique de la sexualité humaine qu'on trouve peu chez les animaux, c'est la continence. Après l'explosion sexuelle, après l'idée que pour l'homme tout peut devenir sexuel, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire la continence, le fait de ne pas vouloir avoir de sexualité, le fait de ne pas vouloir avoir de rapport sexuel. Alors vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas de rapport sexuel. Oui, mais la grande différence entre la continence et ces animaux qui n'ont pas de rapport sexuel, c'est qu'en général, ces animaux qui n'ont pas de rapport sexuel ne peuvent pas avoir de rapport sexuel. En particulier parce qu'ils ne sont pas dans des phases, dans des cycles de sexualité ou parce qu'il n'y a pas de partenaire sexuel. Il y a peu d'animaux, il y en a quelques-uns, mais il y a peu d'espèces animales qui ont une sexualité continue, comme celle de l'homme. Ce qui est considéré comme de la continence chez l'humain, c'est celui qui peut avoir des relations sexuelles, c'est celui qui peut avoir une vie sexuelle et qui décide de ne pas en avoir. C'est-à-dire que c'est un manque positif, c'est un manque qui provient d'une volonté et non pas d'une situation de fait. Autre ermite qui va dans les grottes pendant les périodes chrétiennes des premiers siècles du Moyen-Âge et qui n'avait pas de sexualité, c'était véritablement une posture qu'il prenait. Et parfois, ça pouvait être très violent, puisque Origène est allé jusqu'à se castrer lui-même, pour ne pas avoir, justement, de sexualité. Ça, c'est un comportement qui n'a pas d'équivalent à ma connaissance chez l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux qui décident de rester continents alors que des possibilités s'offrent à eux.
Une autre caractéristique de la sexualité humaine pour laquelle, à ma connaissance, il y a très très peu d'exemples d'équivalents avec les autres animaux, c'est le secret, qui est lié à la pudeur. Il n'y a aucune culture humaine dans laquelle la sexualité soit considérée comme un comportement non seulement normal, mais dans la plupart des sociétés, c'est considéré comme un comportement normal, mais comme un comportement qu'il est normal de ne pas cacher. Dans toutes les sociétés humaines, à ma connaissance, la sexualité demeure en partie cachée. Y compris dans les sociétés supposées les plus libérées, supposées les plus ouvertes. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant et qui est très intéressant. Pourquoi cette dimension du secret permanent? Là, on a une vraie caractéristique, comme avec la continence, on a une vraie caractéristique de la sexualité humaine. Je ne vais pas revenir sur les interdits dont j'ai déjà abondamment parlé. Il y en a de toutes sortes. Il est plus intéressant de parler de l'obscénité, qui est une question qui est aussi un phénomène qui est aussi très, très, très propre et pour cause aux sociétés humaines, hein, puisque l'obscénité, c'est le fait de dire ou de montrer dans un contexte fortement intellectualisé. Hein, c'est lié avec la dimension intellectuelle de la sexualité et de la sexualité humaine. Il n'y a pas d'obscène chez les autres animaux. Alors que dans les sociétés humaines, là encore, quasiment toutes les sociétés humaines ont des comportements, qui ne sont pas d'ailleurs toujours les mêmes, qui sont considérés comme obscènes. Je donne qu'un exemple pour essayer de montrer ça. Sur les interdits, sur ce qui est montrable ou pas montrable, sur ce qui est obscène ou pas obscène. C'est un exemple qui est donné par un anthropologue, Timothy Lash, qui part étudier des Indiens en Amazonie. Donc il arrive dans cette population indienne, tout le monde est tout nu. C'est un jeune étudiant qui fait sa thèse de doctorat. Il est parti avec son patron de thèse. Son patron de thèse se déshabille et lui il décide donc de se déshabiller aussi pour faire comme les autres, pour ne pas se singulariser avec ses vêtements d'occidentaux. Donc il arrive tout nu, il débarque tout nu au milieu du village. Et là, il y a toutes les gamines, style 12-14 ans, qui commencent à pouffer de rire. Et les autres sont un peu gênés. Et lui, il se trouve tout nu, d'accord, mais tous les autres sont aussi tout nus, donc il ne comprend pas bien pourquoi il y a un problème. Et là, il y a son prof qui est aussi tout nu, qui pousse un peu du coude et qui lui dit s'il te plaît, fais un peu attention. Alors en fait, il n'avait pas attaché son sexe de la bonne façon, avec une toute petite ficelle. Ce qui pour nous n'a aucun sens, mais qui pour ces Indiens constituait réellement la frontière entre ce qui est montrable et ce qui n'est pas montrable, entre ce qui est obscène et ce qui est acceptable, entre ce qui est limite et ce qui est pensable. Une dernière caractéristique de la sexualité humaine intéressante, c'est celle de l'esclavage sexuel, hein, qui est quand même assez important. Le fait d'obliger quelqu'un à avoir des actes sexuels par la force, contre son gré, est une chose qu'on ne retrouve pas chez les autres animaux. Alors vous allez me dire, mais pourtant, j'ai lu que les orang-outans violaient les femelles. Oui, les orang-outans violent les femelles, ainsi que quelques autres animaux. Mais on a un mâle orang-outan qui va violer une femelle. On n'a pas une femelle orang-outan qui est captive pour le plaisir des autres mâles orang-outans. C'est ça la différence. Et la femelle, elle se fait violer, mais après, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Hein. On n'est pas dans une situation d'esclavage sexuel qui est vraiment propre à la sexualité humaine. Donc là, on a fait un petit tour d'un certain nombre de caractéristiques que l'on trouve chez l'homme
y compris de façon très réitérée. C'est-à-dire que j'ai pas pris des caractéristiques, j'ai pas pris des comportements sexuels extrêmement bizarres qu'on ne va trouver que ici ou là. J'ai pris des comportements qui sont plutôt répandus, des caractéristiques de la sexualité humaine qui sont plutôt répandues dans toutes les cultures humaines. Mais juste, j'aurais pu prendre quand même ces sexualités bizarres, ces sexualités aberrantes, ces sexualités divergentes, en ce sens que, et ça aussi c'est une caractéristique de la sexualité humaine dont on parle pas, qui est une frange excentrique de sexualité. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre la référence à Murakami que j'ai donnée tout à l'heure, vous avez des comportements sexuels de baleines, vous avez des comportements sexuels de chimpanzés, vous avez des comportements sexuels d'éléphants, etc. Mais globalement, vous n'allez pas avoir... Alors vous allez avoir des différences interindividuelles, bien sûr, mais vous n'allez pas avoir un animal qui va développer une sexualité vraiment très différente de celle de ses congénères. Vous n'allez pas avoir un éléphant qui va se mettre à avoir des comportements sexuels qu'on n'a jamais observés chez les éléphants et qui sont de surcroît souvent en conflit avec les comportements sociaux de l'éléphant. Alors que chez l'humain, on a ça. Et je pense que dans toutes les cultures, on a des comportements de ce type. Et que l'idée d'une sexualité marginale, une sexualité excentrique, baroque, marginale, va se trouver fait partie de ce qu'est fait partie de ce qu'est la caractéristique fait partie de ce qu'est la sexualité humaine et fait partie des caractéristiques fondamentales de la sexualité humaine. Alors à partir de là, donc là je vous ai fait un rapide tour d'horizon. Donc la question qui peut se poser est celle de savoir maintenant où on en est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en conclure. Alors déjà, on peut en conclure un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que la sexualité de l'homme, tout en étant une sexualité qui peut être très particulière, n'est pas pour autant une sexualité spéciale. Ou n'est pas encore une sexualité spéciale. Quand je dis encore, c'est que Dieu sait ce qui peut se produire, parce que la sexualité humaine reste, en particulier, j'ai fait un peu référence avec ces sexualités un peu marginales, un peu excentriques qu'on a dans les sociétés humaines, peut se développer dans des directions qu'on n'imagine pas nécessairement. Il faut savoir quand même qu'une caractéristique de l'humain, c'est qu'il peut faire l'amour avec à peu près n'importe quoi. Ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que la plupart des autres animaux choisissent des partenaires sexuels. Certains peuvent en particulier essayer d'avoir des rapports sexuels avec quelques autres animaux. C'est des choses qu'on a vues. Vous avez aussi des grands explorateurs de la sexualité chez certaines espèces animales. Mais aucun animal, comme l'humain, n'est capable de trouver sexuellement attirant et d'essayer de faire l'amour ou d'avoir des rapports sexuels avec virtuellement n'importe quoi. Que ce soit naturel ou que ce soit artificiel. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait étonnant et intéressant. Alors, on est dans une situation aujourd'hui où, avec les technologies nouvelles, avec le développement très technologique de nos sociétés, on peut se demander ce que va devenir la sexualité. On a beaucoup parlé d'Internet, on parle des mondes virtuels, on parle de développement technologique de ce type. Est-ce que la sexualité peut se développer autrement? Alors, certains ont répondu, et je pense que c'est une bonne question, une bonne façon d'essayer de comprendre la question. Certains ont répondu, comme Michel Houellebecq, oui, le néo-humain, c'est-à-dire l'humain d'après l'humain, celui qui va réussir à sortir de la condition humaine. Le néo-humain, précisément, c'est celui qui non seulement ne va plus avoir de sexualité, mais c'est aussi celui qui va ne plus comprendre ce qu'est la sexualité. C'est ça qui est intéressant dans le roman de Houellebecq. C'est que pour les néo-humains, la sexualité n'est pas seulement quelque chose qui ne présente plus d'intérêt, c'est quelque chose qui est littéralement incompréhensible. Ce sont des comportements qui sont tout à fait
bizarre, étrange, et dont on ne peut donner un sens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très problématique et très vrai. Alors, est-ce que, par ailleurs, l'humain, on peut trouver un propre de l'homme dans la sexualité humaine? Non, on ne peut pas trouver de propre de l'homme. On peut trouver des caractéristiques qui sont différentes de ce qu'on trouve chez les autres animaux. Mais fondamentalement, l'homme reste un animal comme les autres. Reste fondamentalement un animal comme les autres, un animal particulier, un animal très particulier, un animal qui peut devenir de plus en plus particulier, mais ontologiquement, il n'y a pas de raison de considérer que l'homme se situe à part, avec ou sans sexualité. On va peut-être s'arrêter ici pour pouvoir avoir quelques questions et un échange entre nous. Merci de m'avoir écouté.